Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'atelier éco-construction. Aujourd'hui, nous avons 3 intervenants. Olivier Chavoin, responsable de Biotop Maroc. Jalal El Ambassi de EcoPassibat, un écosystème d'entreprise dans l'éco-construction. Et Zakaria Sadik, directeur général de Alto Eco Maroc. Donc on va démarrer tout de suite avec Zakaria. Parce que l'éco-construction, je crois que c'est un peu ton domaine. Tu es surnommé le monsieur éco-construction au Maroc et donc tu as beaucoup de choses à nous dire. Donc je t'écoute. Merci William, merci aux organisateurs de nous associer à cette table ronde, cette discussion. Absolument, BPI, BPI oui, France. BPI. Alors, l'éco-conception, l'éco-construction est un sujet qui revient de plus en plus sur les enjeux auxquels on est confronté, énergétiques, géopolitiques, dernièrement, environnementaux et sociaux, bien sûr. L'idée, c'est d'imaginer et concevoir des solutions et des produits qui ont un impact faible en termes de coûts aussi, qu'il soit un coût financier, qu'il soit un coût environnemental, mais également, on peut également parler d'un coût sociétal et bien sûr économique et environnemental. Donc on revient aux objectifs de développement durable. Donc on parle d'une approche globale. D'une approche globale, voilà. Donc coût, qu'il soit conception, réalisation, exploitation, jusqu'à la fin de vie d'un produit. Très bien. Moi aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on s'intéresse au zéro déchet. Donc je sais que l'économie circulaire, c'est le propre d'ailleurs de l'éco-construction. Sans ça, il n'y a pas de modèle envisageable et durable. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le zéro déchet aujourd'hui? Je sais que je te pose la question, c'est un peu global, mais l'économie circulaire, le zéro déchet, est-ce que c'est vraiment possible dans la société dans laquelle on évolue? Est-ce qu'on a accès à des matériaux et est-ce que ça ne coûte pas plus cher cette histoire? Alors au contraire, ça coûte moins cher, surtout dans cette période où les coûts de l'énergie et des produits ont augmenté. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est possible? Oui, largement, parce que ça a été déjà fait au passé par nos ancêtres. On ne jetait rien. Juste après la guerre, des populations, des millions de personnes se sont retrouvées sans abri, sans nourriture, sans énergie, sans autre. Et ils essayaient d'aller trouver des solutions disponibles autour d'eux et de tout recycler, utiliser l'eau pour nettoyer les produits, en même temps pour arroser. Donc cette économie circulaire existait déjà dans le passé, à différentes périodes de civilisation, de notre civilisation. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre un peu cette démarche à travers l'innovation, à travers les outils technologiques et autres. Donc on est plein dans la nécessité à recourir à ces idées d'éco-conception. Et c'est aujourd'hui une des solutions importantes et nécessaires pour contrer l'augmentation de l'énergie, l'augmentation du réchauffement climatique, l'équilibre géopolitique entre pays. Donc, c'est la solution aujourd'hui. Voilà, donc circuit court, ressources locales et méthode ancestrale. Tout à fait. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors Zakaria, merci pour cette introduction. Olivier, moi je me dirige vers toi et je voulais savoir, alors Biotop, l'environnement compte énormément pour développer un projet. Comment vous faites? Parce que le bio, la prise en compte, tout à l'heure on parlait d'écologie, mais c'est vaste comme domaine. Donc aujourd'hui, quand tu interviens sur un projet, j'imagine que c'est en phase d'étude. Comment ça se passe? Oui, alors on intervient effectivement, comme le disait Zakaria, sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet. La vocation de l'environnementaliste ou de l'écologue, c'est vraiment d'avoir une compréhension fine et large, en même temps, des enjeux des projets, notamment des projets de construction. Donc dans le modèle aujourd'hui auquel on aspire de construction, en tout cas qui a tendance à évoluer et qui va continuer à évoluer, c'est vraiment comprendre en amont quelles peuvent être les répercussions d'un projet, quels vont être ses impacts sur notre environnement et quels bénéfices il va pouvoir tirer de la prise en considération justement de ces impacts. Donc pour ça, il faut avoir cette compréhension fine initiale sur cette capacité de nuisance d'un projet physique et en même temps pouvoir intervenir sur les solutions. Ce n'est pas le tout de dire, bon, vous avez des problèmes, il va falloir les résoudre, on vous met en face un plan d'action et puis débrouillez-vous. Non, il faut avoir cette capacité d'intervention en termes d'ingénierie. Donc c'est une nouvelle forme d'ingénierie qui n'est pas si nouvelle. L'ingénierie écologique a toujours existé. Effectivement, c'est une forme de résilience de l'être humain. Il s'adapte au contexte dans lequel il vit. Concrètement, Olivier, ça va prendre quelle forme quand tu vas étudier sur le terrain? La faune, la flore?
Par exemple, prenons je sais pas moi, le cas de figure d'un site industriel qui doit être réhabilité en projet urbain, en projet immobilier. Ce site industriel avait une activité polluante, donc il faut analyser par exemple cette pollution dans le sol, potentiellement dans les nappes phréatiques, pour pouvoir derrière concevoir et construire un projet immobilier dans lequel il y a des personnes qui vont habiter ou qui vont travailler sans que ça ait d'impact sur leur santé, sans que ça ait d'impact sur l'environnement dans lequel ils vont vivre au quotidien. Donc il faut comprendre l'historique du projet initial, le niveau d'impact environnemental des anciens projets pour se dire combien ça va coûter, comment on va pouvoir financer la dépollution, comment on va pouvoir agir sur les différents étages de réhabilitation, de restauration d'un site. Ça peut toucher par exemple d'anciennes carrières, on l'a beaucoup autour de Casablanca, d'anciennes carrières d'extraction historiques qui sont là depuis des décennies, voire des siècles, et qui pour autant n'ont pas permis de faire émerger de grands projets. Parce que c'est complexe, et pour ça, c'est ce que je disais, il faut une véritable ingénierie de travaux, une ingénierie écologique et à la fois environnementale qui va permettre de comprendre la géologie, les structures hydrogéologiques profondes, etc. Donc c'est technique, c'est scientifique, mais c'est surtout l'avenir des projets tels qu'on doit les concevoir aujourd'hui. Alors en fait, ouais, c'est ce que nous disait Zacharia, c'est pas seulement un coût économique, mais c'est aussi un coût environnemental, un coût sociétal. Jalal, toi tu es dans un écosystème d'entreprises qui justement prônent l'éco-construction, ou en tout cas sont des spécialistes. Je crois que c'est des petites entreprises qui se sont réunies autour d'une thématique et dont le nom est Ecopassibat. Vous faites quoi exactement pour être vertueux? Alors, vous remercie de nous donner la parole et merci à BPI pour l'initiative. Le sujet de l'éco-construction, comme mes collègues ont parfaitement dit, c'est un sujet qui va être, je pense, le sujet l'un les plus importants de la nouvelle ère. Ce qu'on a fait, nous, chez Ecopassibat, c'est qu'on a en fait créé un groupement pluridisciplinaire pour avoir, en fait, chaque société est spécialiste d'un domaine. On a du coup un chef de file, ce qui est spécialisé. Et en fait, quand on va avoir quelqu'un, par exemple, une société en domotique, une société en construction en terre, une société en photovoltaïque, et quand on réunit ces entreprises, on a une solution globale pour les clients. Parce que l'éco-construction, c'est tellement vaste comme expertise qu'il est pratiquement impossible d'avoir une entreprise spécialisée en éco-construction. Donc nous, on est passé par un groupement. Donc c'est plein de spécialistes, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et après, ce que moi j'aimerais rajouter, parce que c'est un leurre de se dire que faire de l'éco-construction, c'est plus cher. En fait, c'est quoi l'avantage? C'est qu'à performance égale par rapport à des moyens, on va dire, plus contemporains, à performance égale, c'est moins cher. Des sujets comme l'isolation, on va isoler une habitation en terre. Donc là, la performance énergétique, en l'occurrence. Voilà, la performance énergétique, le but, c'est que ça soit moins cher à l'exécution pour déjà vendre cette prestation. Parce que le client particulier, on va dire, parce que nous, on touche pour l'instant des particuliers, lui, l'environnement planétaire, c'est un sujet dans sa tête, mais c'est pas ce qui va toucher à son portefeuille et à son quotidien. Nous, on essaie de promouvoir des habitations plus confortables et moins énergivores. Et moins coûteuses. Donc, du coup, surtout à la consommation et à long terme, on ne consomme pas, donc on dépense moins. Et on arrive à enfin changer un peu les mœurs, c'est ça la chose la plus dure en fait, et de commencer à avoir des clients qui se disent « Oui, en fait, c'est pas bête, c'est pas si compliqué ». Et en fait, le but, c'est que on prend des méthodes ancestrales, mais on les améliore avec la technologie d'aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est pas pour rien qu'on dit que les habitudes ont la vie dure. On est bien d'accord. Alors bon, Zacharia,
Jalal nous disait que effectivement l'éco-construction c'est probablement pas plus cher. Et finalement, je me posais une question sur les matériaux qu'on utilise pour l'éco-construction. Est-ce que l'éco-construction, c'est la décarbonation, hein, voilà. Donc aujourd'hui, ces matériaux, comment on y a accès parce que je veux dire, c'est pas des matériaux. Est-ce que c'est des matériaux qu'on trouve dans le grand public ou comment c'est des méthodes traditionnelles? Je pense que les dernières années, l'industrialisation du bâtiment a rendu difficile l'accès à certaines solutions qui étaient accessibles avant. On a parlé de la construction en terre, d'autres la construction en pierre. Aujourd'hui, les exigences réglementaires, normatives, en termes de structure, en termes de feu, en termes d'acoustique et autres contraintes, exigent la fourniture d'attestations, d'avis techniques de laboratoires accrédités. Et ça, à mon avis, ça a posé problème, en tout cas le retour d'expérience qu'on a en France, ça a posé des contraintes à certains modes constructifs, notamment la terre, et des filières de ce type, la terre, le chanvre, la paille et d'autres, ont dû se battre pour imposer un peu leurs matériaux tout en étant conformes à ces exigences réglementaires normatives, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc aujourd'hui, ils sont pas disponibles. Pour le cas du Maroc, par exemple, on a un train de retard par rapport à cette réglementation, cette industrialisation du secteur du bâtiment, ce qui est bénéfique. Donc, on peut encore accéder à certaines solutions ancestrales, naturelles, traditionnelles, sur lesquelles l'Europe et la France, actuellement, dans le cadre de la décarbonation, comme tu viens de le rappeler, ils sont en train de revenir à ces... Ils reviennent en arrière fait. aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de construction de terre parce que les exigences normatives environnementales, donc on n'est plus dans... Il y a toujours le feu, il y a toujours la structure, tout ça, mais on a rajouté les exigences environnementales avec la décarbonation, donc il faut moins de carbone. Et donc là, on va, au lieu d'utiliser du plastique ou utiliser du ciment ou du béton, on va recourir à des produits plus naturels, donc la terre et autres, pour décarboner. Et aussi pour économiser, je dirais, avoir accès à des financements verts, à ne pas subir une taxation carbone, une taxonomie, donc toutes ces règles de double comptabilité financière et carbone auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui en Europe et on commence au Maroc aussi. Donc ces solutions passives et ces solutions de matériaux naturels répondent à ces contraintes normatives. Qu'est-ce que tu appelles solution passive? Alors, solutions passives, c'est des solutions qui ne nécessitent pas très peu d'énergie donc, dans leur conception et aussi dans leur utilisation. La terre est un exemple très parlant parce que... On parle des briques, par exemple, qui sont cuites avec la chaleur du soleil. Voilà, les briques cuites avec la chaleur du soleil, séchées au soleil, donc ne nécessitent pas de four. Séchées, pardon. Ne nécessitent pas de four avec du gaz ou avec d'autres sources énergétiques qui sont coûteuses financièrement et qui sont environnementalement aussi coûteuses. Donc on va recourir à ce type de solution passive où on trouve les matériaux sur place et ils sont encore plus passives pendant leur utilisation, comme la terre qui va capter la chaleur à l'intérieur du bâtiment, dans des pays chauds comme le Maroc, et qui va nous permettre de retarder le recours à la climatisation. Au lieu de climatiser à 14 heures, peut-être je vais essayer de climatiser à 16 heures, je vais regagner 2 heures d'énergie. Et là, il y a un impact concret, évidemment, sur la tout consommation. Tout à fait. Et là, on est aussi dans la décarbonation aussi. D'accord, très bien. Donc tu me disais que c'était pas cuit, mais c'était séché au soleil. Je crois savoir que tu as toi-même déjà eu recours à ce procédé pour construire. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le... Est-ce que c'est plus long? Est-ce que c'est plus rapide? Alors, plus coûteux, moins si coûteux? on parle là, on parle de la BTC, donc c'est la brique de terre comprimée. Donc, contrairement à avant, on entend la construction en terre, c'est souvent ramené au mot pisé. Donc, c'est deux méthodes constructives différentes, mais à la fin, c'est pareil. C'est d'avoir des habitats avec des murs périphériques, une enveloppe qui est dense et épaisse, pour qu'elle ait un pouvoir isolant beaucoup plus... en fait, c'est l'inertie qui est créée par le bâtiment qui le fait être frais voilà, tout à fait, être frais en hiver, en été, pardon, et être chaud en hiver. Et grâce à ça, quand nous on a fait des maisons à Rabat, même à Marrakech. Marrakech, nos clients, ils allument la clim 3-4 semaines par an quand il fait 45. À Marrakech? Ouais. À Rabat, quand il fait des poussées à 35-40 degrés, pas besoin de clim dans cet habitat. Donc voilà, maintenant, nous, ce qu'on
on essaye de vendre l'éco-construction, on passe par les particuliers. Pourquoi? Parce que ça va être un petit coup de gueule, mais je suis là pour ça. Il y a beaucoup de lobbies. Lobby du cimentier, lobby qui sont pour nous compliqués à contourner pour l'instant. Donc on préfère passer par une échelle plus réduite et par convaincre en fait les particuliers du confort thermique ou autre et de baisse de factures à la fin du mois, pour en fait convaincre ces gens-là pour après que ça ait une échelle autre. Parce que passer par la grande échelle tout de suite, il y a beaucoup de comment on peut appeler ça, d'obstacles. Alors, justement, moi je voulais poser une question à Olivier, parce que là tu nous disais que les cimentiers n'étaient pas spécialement prompts au changement. Toi Olivier, aujourd'hui, ceux qui vont te solliciter, c'est surtout les utilisateurs, j'imagine. Les donneurs d'ordre, ce sont ceux qui vont pouvoir justement être dans un environnement dont ils auront décidé qui va être justement plutôt vertueux. Alors, je ne sais pas si on l'a évoqué depuis le départ, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une organisation des projets qui évolue de manière exponentielle sur ces tendances écologiques, parce que les bailleurs de fonds, c'est-à-dire ceux qui vont fournir les financements au projet, imposent ces critères. Donc on parle de crédit vert. Alors, entre autres, pas que, puisque moi je suis dans la biodiversité. Même les critères biodiversité qui jusqu'à présent paraissaient anodins sur ce type de projet, on dit on fait de l'imperméabilisation, du tout bâti, on construit à 100%, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de verdure, globalement on s'en fout, quoi. C'est quoi l'interface? Ça change. C'est-à-dire que pour certifier un projet, on a travaillé sur cette tendance-là, pour pouvoir certifier un projet et accéder à ces financements sur la durée, on est obligé de tenir compte de ces critères. Il va falloir suivre ce cahier des charges. De s'adapter. Et nos interlocuteurs aujourd'hui sont obligés de venir voir des bureaux d'études d'ingénierie comme Biotop, parce qu'ils sont contraints par ces nouvelles prises en considération de critères, avec des grilles d'information, des grilles de standards qui sont extrêmement contraignantes. Plus on veut avoir un label fort, plus on est obligé de respecter ces contraintes. Donc c'est au contraire un challenge. On en discutait tout à l'heure avec la personne qui m'a présenté. C'est vraiment ça la clé. C'est trouver une interface, faire du rating comme on le fait sur les réseaux sociaux. Et ce rating, en fait, il est moteur. Il permet de faire monter en gamme les projets, faire monter en compétences, de donner de la valeur ajoutée sur la durée. Et là, on est vraiment dans de la durabilité. Voilà. D'accord, donc on est vraiment dans l'idée aujourd'hui que les bâtiments qui ne vont pas aller vers cette direction, probablement, perdront en valeur par rapport à ceux, justement, qui seront plutôt vertueux et qui auront cette capacité à suivre des cahiers, en tout cas des normes qui sont plutôt en faveur du durable. En fait, c'est lié à l'investissement de départ et à cette notion récurrente pour tout projet de retour sur investissement. On exécute un investissement pour qu'il soit rentable. Aujourd'hui, si on ne prend pas en considération ces critères, on ne sera pas rentable demain, donc on n'est pas bancable. D'accord. Alors justement, je sais Zakaria que tu n'aimes pas que je t'appelle Monsieur Certification, tu as même horreur de ça, mais bon, tu es le mieux placé pour nous en parler de ces certifications. Alors, en effet, la certification, c'est un peu une étiquette qu'on n'aime pas trop, parce que notre rôle, c'est vraiment accompagner le projet dans la performance et non pas dans l'étiquetage. Après, l'étiquetage vient à la fin, la cerise sur le gâteau, on la ramène à la fin pour garantir. On est bien en amont du projet, on est d'accord, Oui, on est dans la phase étude. Hein. On est dès la phase même programme, parce que c'est-à-dire on définit les attentes. Stratégique, avant les premières études. Et l'éco-conception commence là, dès la définition du besoin du développeur, parce que les températures de confort, par exemple, expliquer aux futurs utilisateurs que climatiser à 22 degrés n'est pas forcément bon pour leur santé. Ne pas trier les déchets, ça finit aussi à l'extérieur. Donc il y a pas mal de contraintes auxquelles on peut sensibiliser les personnes pour corriger leur façon de faire, prendre les escaliers au lieu de prendre des ascenseurs. Tu connais mieux que moi les effets positifs de cette démarche, et ça peut économiser beaucoup d'énergie. Et donc dire à l'architecte que avant qu'il arrive, quand je lui impose entre guillemets que en arrivant à l'entrée du bâtiment, il ne faut pas que je vois l'ascenseur, mais que je vois un escalier, pour m'inciter à prendre l'escalier et ne pas m'inciter à la fainéantise, mais prendre l'ascenseur. C'est de l'éco-conception. Des habitudes. Oui, des habitudes. Donc il faut venir avant l'architecte. Et on peut gagner beaucoup là-dessus.
Donc pour la question de la certification aujourd'hui, il est nécessaire. Elle est nécessaire et je dirais même obligatoire parce que depuis des années, on retarde les actions en faveur de la protection de l'environnement. On a chaque année, lors des COP, des conférences of parties qui sont organisées par les Nations Unies, des promesses données par plusieurs pays, qu'ils soient des pays développés ou des pays en voie de développement, et qui sont malheureusement pas tenues. Et on arrive le mois d'août et on reçoit le rapport du GIEC et on pleure et on dit que voilà, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, on se dit c'est plus irréversible. Le 1,5 degré d'augmentation de température, ça c'est acquis, on ne fera pas mieux. Les 2 peut-être possibles et les 4, ça sera pire. Donc on ne sait même pas les effets. Et il ne faut pas oublier que quand on parle de développement durable, c'était en 92. 92, on calcule, on est 20 ans, 30 ans après. À 92, on 30 ans. on est 30 ans après. 30 ans après. Donc à l'époque, on disait qu'il faut préserver les droits des générations futures à utiliser les ressources naturelles, les ressources sur Terre. Aujourd'hui, c'est pas nos enfants, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont Il y a 24 plusieurs dates ans. comme ça, 92, 2002, Jacques Chirac C'est dit la ça. maison brûle à Johannesburg, et depuis Et depuis, presque rien n'a changé. On a empiré encore plus les choses. La seule chose qui était peut-être positive pour nous, en tout cas sur l'aspect environnemental, c'est le Covid. Parce qu'on a freiné un peu notre croissance. Et c'est pas pour cette raison-là qu'on a je dirais, on est décédé ou notre économie s'est arrêtée. Elle a été freinée. C'est vrai, il y avait des effets sociaux négatifs, mais il fallait de la solidarité, il fallait des solutions différentes en termes d'accompagnement de la population. Mais on aurait pu rester sur une croissance maîtrisée, celle du Covid, qui nous aurait permis d'économiser encore beaucoup de CO2. Pour revenir à la certification, aujourd'hui, comme je disais, la certification, elle est obligatoire. Je dis obligatoire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres moyens, malheureusement, C'est la feuille de route, en fait. de contrôler que les gens disent vrai. Et c'est le sens, c'est la définition des certifications. C'est une tierce partie vient vérifier que ce qu'on déclare est vrai. Parce que pendant des années, on a caché des choses, on continue à cacher, on fait des greenwashing et j'en passe. Donc aujourd'hui, la certification, elle est intéressante. Elle est encore plus intéressante parce qu'elle permet d'accès, comme j'expliquais Olivier, et comme tu le fais aussi avec tes partenaires, l'accès à des financements bonifiés et donc différencier celui qui est réellement engagé de ce qui ne l'est pas en termes de carottes financières, de dérogations sur mode de constructif et autres. Voilà. Très bien. Moi, tu voulais nous dire quelque chose, Jalal? Parce que je m'excuse, Non, j'ai pas répondu à ta question tout bah, à l'heure, vas-y. qui est très importante. Tu parlais du temps. Oui. Est-ce que c'est plus long éco-construction Oui. ou pas? Alors je vais dire non, parce que si c'est géré en amont, faire des briques de terre par exemple, c'est en fait prendre la terre du terrain et la compacter et la laisser sécher. Si on fait ça pendant qu'on creuse par exemple des fondations, etc., ou qu'on finit nos études sur d'autres sujets, ces 2 ou 3 mois que ça va prendre à faire ces briques de terre, elles vont être prêtes au moment où on devrait maçonner des parpaings. Donc ça va... Après, si on passe par de la production photovoltaïque, par exemple, des fois, c'est plus rapide de ramener des panneaux solaires et un onduleur que de demander un branchement à une certaine régie. Donc, non. Après, aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'après Covid, il y a des gros problèmes d'approvisionnement de matériaux d'importation. Donc, en fait, on se rend compte que... La rareté, le coût. Voilà. Les problèmes de delivery, etc., en fait, nous amènent à se dire, voilà, construisons plus intelligemment, plus confortable, et faisons payer les gens des factures moins onéreuses en termes d'énergie. Donc, Alors, c'est très intéressant. Et je voulais demander à Olivier, tu nous disais que c'était une approche globale. Tu m'avais parlé de saisonnalité dans l'approche aussi, parce qu'en fait, c'était pas une histoire de 1 ou 2 mois, c'était aussi regarder comment ça se passait sur une année. C'est quoi l'impact de la saisonnalité sur l'éco-construction? Enfin, en tout cas, comment ça se matérialise dans vos rendus? Alors, en tant que naturaliste, on intervient, là, en tout cas on essaie d'intervenir quand c'est possible, parce que tous les projets ne le permettent pas, parce qu'il y a des délais parfois à tenir, donc on peut travailler sur des contraintes courtes, mais d'un point de vue scientifique et d'un point de vue, encore une fois, bancabilité des projets, on va pousser au maximum pour que des cycles complets d'observation soient réalisés. Mais tu dois avoir des bases de données, j'imagine. Alors, on a des bases de données, mais chaque contexte est différent.
Et chaque année, ça peut changer. On l'a bien vu sur 2020. Voilà, bon, ben, radicalement, il y a eu un changement, il y a eu un impact. Donc aujourd'hui, quand on fait une observation à un instant T, ce ne sera pas la même observation qu'on va réaliser, strictement la même, l'année suivante. Donc ce ne seront pas les mêmes données. Alors, on peut exploiter des bases de données, des simulations, faire des modèles, etc. Mais les modèles ne donnent pas toutes les réponses. Ce qu'il faut, c'est donner un fondement au départ scientifique. C'est ce qui est demandé effectivement par les financeurs, les bailleurs. C'est de donner un fondement scientifique à ces données, qui est de vraies observations qui soient effectuées sur le terrain par des scientifiques et qui vont donner déjà à T0 un état des lieux et un état des espèces en présence. Est-ce qu'il y a présence-absence? On peut analyser le contexte du projet, dire est-ce qu'il y a eu un impact antérieur pour des projets justement qui sont liés à des réhabilitations, des restaurations de sites, etc. Ou simplement sur des projets qui ont vocation à être certifiés et qui vont demander quel est le bonus écologique de notre projet à terme, parce qu'on va mettre des surfaces engazonnées, on va limiter l'imperméabilisation des sols, on va favoriser la pénétration de l'eau dans les sols, on va créer des interfaces en toiture, en façade végétale, etc. Donc on va travailler beaucoup sur les interfaces justement entre le bâti et notre environnement pour comprendre quelles peuvent être les interactions positives à terme entre ces espaces. Voilà. Il n'y a pas de... On travaille toujours, et je l'ai dit dès le départ, c'est en décloisonnement. Voilà. Aujourd'hui, on doit réfléchir de manière décloisonnée et circulaire. C'est compliqué parce qu'on a toujours raisonné de manière linéaire. Mais quand on est confronté à une situation un peu dramatique, comme on l'a connue, qu'on n'a pas anticipé, sur laquelle on ne sait pas comment réagir, on réfléchit différemment. Aujourd'hui, voilà, on a compris qu'il pouvait se passer des choses. On est peut-être amené à raisonner vraiment différemment et la maison ne brûle plus, elle est déjà cramée. Donc il faut... Ouais. Alors, cette façon de fonctionner, ça nécessite quand même un gros effort de communication entre chaque acteur. Parce que là, pour le coup, tu veux nous dire un mot dessus, Zacharia? Parce que pour le coup, si vous fonctionnez de façon décloisonnée, vous avez l'obligation non seulement de discuter, mais de vous entendre. Oui, en effet, il y a un besoin de communication important, mais aujourd'hui, il y a d'autres leviers pour promouvoir la communication, la sensibilisation des acteurs. Il faut le dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ce qui pousse les certifications, c'est l'argent, on vient de le dire. Et cet argent-là, il vient de plusieurs types de ressources. Nos épargnes, nos assurances vie, ils sont bonifiés, c'est-à-dire des taux bonifiés et au moins taxés, en tout cas en France, ils sont moins taxés quand ils sont orientés vers des fonds d'investissement verts qui investissent dans des projets de développement durable. Donc, tu veux dire que l'incentive fiscal, c'est un des moteurs principaux. Si vous êtes sur la bourse, si vous voulez plutôt portefeuille ou même portefeuille assurance vie chez n'importe quelle banque, ils vous proposent plusieurs produits. Et certains produits sont moins taxés et avec des taux de rendement plus élevés parce qu'ils sont orientés vers des développements durables. Donc vous avez moins d'impact de taxes à payer et donc plus de gains d'argent. Et donc aujourd'hui, on arrive avec ce type de solution d'associer l'aspect environnemental avec l'aspect financier, l'intérêt financier. Et ça, c'est une bonne démarche. Au Maroc, ça a commencé avec les OPCVM, tu me corriges si je me trompe d'acronyme, qui ont permis de construire pas mal de bâtiments. Les OPCI, merci. Les OPCI, oui. Tu es mieux placé, c'est ton expertise. Les OPCI qui sont orientés vers des projets immobiliers et sur lesquels il y a des exigences également financières. Dernière chose, c'est les entreprises, en tout cas celles cotées dans les bourses ou celles accréditées ou certifiées RSE. Les organismes qui les accréditent ou qui leur donnent les certifications vérifient ces paramètres-là. On en parlait de la parité hommes-femmes, l'accessibilité de personnes à mobilité réduite, mais également la construction durable. Et la construction durable, pour revenir au sujet, ne peut pas passer autre que l'éco-conception et l'éco-construction. Et encore une fois, les contraintes réglementaires, environnementales en termes de décarbonation, aujourd'hui, les industriels doivent changer leur façon de décarboner. On prend une bouteille d'eau, la bouteille comme celle-ci. Il va falloir qu'on cherche à travers l'éco-conception et l'éco-construction comment réduire la matière parce que c'est le contenu du carbone. En bouteille en plastique, oui. Et donc là, peut-être on va réduire la quantité de plastique qui est dans le bouchon de manière à alléger le carbone. Et donc là, on est dans forcément l'éco-conception environnementale,
mais aussi c'est moins de matière, donc moins d'investissement. Donc on peut allier l'aspect financier avec l'aspect environnemental. Et il y a des leviers aujourd'hui à l'échelle du monde de la finance et on peut les appliquer à l'échelle des particuliers. On a des expériences en France, en Angleterre et ailleurs qu'on peut reproduire. Beaucoup d'ingénierie, en tout cas, Tout à fait. dans ces phases. Oui. Moi, ce que je retiens, c'est quand même dans l'éco-conception, dans l'éco-construction, il y a quand même une grosse phase d'étude. Et que je pense que cette phase d'étude, elle vous fait gagner du temps sur la phase construction, finalement. Hein. C'est ce que tu disais, Jalal. Si on intervient bien en amont, si effectivement on fait à la fois les études nécessaires pour pouvoir réfléchir à quels sont je dirais les matériaux, les méthodes à utiliser, on va plus vite après, quoi. Bah, oui, en fait, le but, c'est, comme disait très bien Zakaria, on parle de développement durable. Développement durable, c'est juste qu'on réfléchit un peu plus avant pour faire mieux dans le temps. C'est juste ça. Donc, c'est juste passer quelques heures à bien réfléchir sur des sujets pour après obtenir je parle toujours d'habitation, mais des équipements, on va dire, plus durables, qui nécessiteront moins de maintenance, qui nécessiteront moins d'énergie d'ailleurs. Plus accessible peut-être aussi, hein, localement. Tout à fait. Et moi, je rebondis sur un point très très important, c'est le ressenti, le confort. Je parlais de confort, faut bien comprendre que l'éco-construction, nous, on essaie de la vendre par le confort, c'est-à-dire le confort de l'utilisateur. Demain, quand on fait une piscine à filtration végétale, c'est des piscines où on va presque pas mettre de chlore. On va en mettre un tout petit peu parce que les gens ne vont pas se baigner s'ils voient, si c'est comme dans une rivière avec des crapauds, etc. Donc on va mettre un tout petit peu de chlore, mais on va en mettre 10% par rapport à une piscine normale. Et la sensation de nage et d'odeur dans une piscine biologique, une piscine naturelle, elle est unique. C'est comme si vous vous baignez dans une rivière. Donc, et c'est meilleur pour la santé, meilleur pour la peau. Donc il faut vraiment comprendre que l'éco-construction... Ça coûte pas plus cher. Loin de là. Et ça coûte probablement moins cher. Après, ça consomme beaucoup moins. Donc le chlore, c'est quand même des fortunes pour des grands volumes d'eau. Donc il faut vraiment comprendre que pour la santé déjà de l'utilisateur, ce sont des constructions meilleures. Meilleures aussi, comme Zakaria disait, quand il fait 45 dehors, il ne faut pas qu'il fasse 22 dans les pièces. Donc quand on va se faire des constructions très isolantes, à ce moment-là, c'est meilleur pour la santé, encore une fois. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que éco-construction rime avec confort et finalement économie dans le temps. Voilà. Donc il y a tout un travail, non seulement technique, mais aussi de changement des habitudes, parce que j'allais même dire de formation finalement, tout à fait, à ce que c'est de vivre dans un environnement éco-construit. Tout à fait. Et après, c'est pas si compliqué. Il ne faut pas croire que c'est une... Alors, mon collègue Olivier, lui, c'est peut-être sur une échelle plus grande avec vraiment une ingénierie vraiment spécifique, mais construire de manière écologique ou faire par exemple un jardin en permaculture pour mettre le minimum d'engrais, donc c'est de la meilleure nourriture à la fin. Donc en fait voilà, faut juste se dire faisons mieux. Là là au Maroc cette année c'est historiquement c'est le taux le plus faible dans la capacité des barrages par exemple. Donc voilà, comme disait mon ami, un peu plus, oui, c'est ça. Comme disait notre ami Olivier, la maison brûle déjà, en fait. C'est pas. Olivier était elle est même brûlée. catégorique, Oui, il a dit qu'elle est cramée. Voilà. Donc maintenant, faut se bouger et améliorons notre confort, notre santé et faisons mieux, quoi. Olivier, tu veux dire un petit mot pour la fin ? Pour revenir en fait par rapport à ce que je disais précédemment, et pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est l'exploitation, cette phase d'exploitation à venir qui est importante et sur laquelle on peut générer des gains. Donc ce fameux retour sur investissement, ce n'est pas uniquement l'investissement de départ en fait, qui va générer un retour immédiat sur l'investissement. Aujourd'hui, on doit raisonner différemment, on doit intégrer l'impact de son projet. Économie pour l'utilisateur, voilà. Bien-être pour l'utilisateur, voilà. Un accès au financement probablement optimisé, carotte fiscale, il y a quand même des bonnes choses. Un confort relatif, mais pas à n'importe quel prix. Donc l'accès au confort, il faut l'envisager différemment. On doit apprendre à consommer différemment. Voilà. Alors, normalement, on m'a dit qu'il y avait probablement des questions possibles dans l'assistance. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent interpeller un des intervenants sur
Sur une thématique précise, non? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le On a tour été sur les clair. constructions. Si un de vous veut rajouter quelque chose, je rappelle, hein, Olivier Chavoin, responsable de Biotop au Maroc, Jalal El Ambassi, qui chapeaute le groupement Eco-Passibat, hein, des entreprises qui construisent selon des méthodes d'éco-construction, mais je dirais ancestrales et ancestrales. Et puis Zakaria Sadik, directeur général d'Alto Eco Maroc, hein, pas que la certification, hein, vraiment le monsieur éco-construction du Maroc. Je vais juste rebondir. Bien sûr, Jalal. C'est ancestral, oui, mais c'est pas un retour en arrière. C'est prendre le meilleur du passé. C'est du bon sens. C'est prendre nos ancêtres, et donc on prend le meilleur de ce qu'ils faisaient et on l'améliore encore plus grâce aux technologies nouvelles. D'accord. Donc on reste quand même tourné vers l'innovation finalement. Ah, c'est de l'innovation, Ah, on parce est que c'est de d'accord. l'amélioration, Voilà. bien sûr. Ok. Bah, merci beaucoup à vous trois. Et merci à BPI pour l'organisation de cet événement.